Et salut, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un truc un peu pourri, pour changer. Mais on va parler des HPI, des atypiques, des décalés dans le monde du travail. Parce que en fait, je voulais vous faire un petit inventaire des 10 raisons qui peuvent faire de votre vie un enfer au travail, ou alors, en fonction de comment on le regarde, des 10 raisons qui font que les atypiques, de par leur nature, sont des personnes qui sont presque obligatoirement vouées à foutre le bordel dans les organisations. Et soit on décide de le regarder que comme ça, soit on décide de regarder en profondeur pourquoi c'est le cas et donc d'en faire un levier de croissance incroyable. Parce que si les entreprises arrivaient à savoir pourquoi ces personnes-là foutent le bordel dans leurs organisations, elles pourraient s'en servir justement pour se développer à un niveau qu'elles ne peuvent même pas imaginer. Alors on n'en est pas là, mais on va faire le petit inventaire de ces 10 raisons qui font que soit votre vie est un enfer parce que vous êtes un atypique, soit votre vie est un enfer parce que vous êtes un manager d'un mec qui est atypique et qui fout le bordel partout où il passe chez vous. Et puis on va essayer d'avancer comme ça. Je vous lance le générique et on continue sur cette lancée. A tout de suite. Alors, le premier des points, et qui est finalement le plus frappant, c'est que quand vous allez mettre un atypique au sein d'une entreprise, quelle que soit l'entreprise, il va avoir cette possibilité de scanner toutes les informations qui sont à sa disposition, il va s'immerger dans l'ambiance, mais sauf que le truc qui va attirer son regard de manière flagrante et dès le début, ce sont les failles de cette organisation. Parce que finalement, la nature intrinsèque de sa pensée, le fait de catégoriser des données ou alors de penser de façon holistique, parce que je vous ai fait la différence entre HPI et THPI et la manière de penser, mais dans les deux cas, je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo vers la battle HPI-THPI pour que vous voyez la différence, mais dans les deux cas, vous allez avoir une pensée qui va catégoriser, qui va soit prendre la vision globale, soit compiler toutes les données pour les siloter, et dans tous ces cas-là, de toute façon, ça expose les failles. Donc, vous allez immerger un nouveau salarié atypique dans une organisation. Elle a ses process, elle a son fonctionnement. On fait des réunions pour dire « ouais, il y a des marges d'amélioration, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. etc. » Et là, le haut potentiel ou l'atypique, il va ouvrir sa gueule en disant « bah ouais, mais moi, ça fait 15 jours que je suis là et en fait, j'ai vu qu'il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça qui va pas. » Alors déjà, forcément, au niveau de... on va dire l'acceptation sociale, ce genre de comportement, ça va forcément pas passer parce que comment ce petit con qui ça fait 15 jours qu'il est là, il peut se permettre d'avoir un avis aussi tranché sur la question, comment est-ce qu'il peut ouvrir sa gueule alors que les top managers et ces N+2, +3 ou -1, -2 ne sont pas encore arrivés à cette conclusion ou en tout cas sont arrivés à cette conclusion et n'ont pas voulu la dire. Ça, c'est le piège numéro 1. C'est qu'en fait, être en capacité de détecter les failles de l'organisation, c'est comme si vous vous baladiez avec une cible géante sur le milieu de la figure parce que de toute façon, vous allez finir par le dire ce que vous voyez. Et quand vous allez dire ce que vous voyez, s'il n'y a pas eu une bonne gestion, on va dire, de la manière de le dire et de enrober les choses, que ce soit diplomatique, si vous avez par exemple un profil TSA pour qui les conventions sociales, on n'en a rien à faire parce que ça empêche d'aller droit au but, forcément vous allez aller au clash. Donc finalement, cette pensée qui met à jour les failles, c'est le point de la pierre d'achoppement numéro 1 en fait de l'insertion d'un profil atypique dans une organisation parce que c'est comme mettre un chien dans un jeu de quilles. Si vous êtes sûr qu'il va finir par tout renverser pour vous montrer là où ça va pas, forcément ça fout un peu le bordel. Après, est-ce que si on avait des managers ou en tout cas des organisations qui sont suffisamment structurées et suffisamment résilientes pour accepter la critique
même si elle n'est pas faite de manière toujours constructive, on pourrait aussi mettre en place des éléments qui permettraient justement de combler ces failles-là, puisqu'on arrive à les identifier rapidement. Donc là, on se retrouve vraiment dans un peu problématique de société, du fait que finalement, ces atypiques sont doués pour repérer les failles, mais n'ont pas en face d'eux souvent des organisations qui sont suffisamment résilientes pour accepter d'être à ce point à découvert et de se dire, ben voilà, le mec qui vient de me dire que ça et ça va pas, je vais faire un truc pour régler le problème, comme ça je serai plus performant. Non, c'est plutôt de quel droit, ça fait pas assez longtemps, qui tu penses être pour nettoyer la hiérarchie comme ça, donc forcément ça va aller au clash. Ça, c'était la première chose. Après, justement, le deuxième point, c'est qu'on se rapproche justement de la gestion des émotions. Et la gestion des émotions en entreprise, on sait qu'on n'est quand même pas les fers de lance sur la question. C'est qu'il y a une certaine, on va dire, labilité émotionnelle chez ces profils-là, même s'il y a beaucoup de profils qui sont différents par certains aspects. Quand vous êtes un être atypique, vous allez avoir finalement soit une tendance à camoufler vos émotions, mais du coup avoir un visage qui va rester de glace et on va vous prendre pour un psychopathe ou un sociopathe, ou alors avoir une grande labilité émotionnelle avec des traits hauts et des traits bas qui va faire que vous surfez la vague de vos émotions parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a des choses qui vous assaillent, il y a des choses qui vous énervent, donc vous commencez à les exprimer en étant justement suffisamment confortable au sein de l'entreprise pour le faire. Et en fait, cette labilité émotionnelle, elle va vous faire passer pour votre hiérarchie, pour l'organisation pour laquelle vous travaillez, elle va vous faire passer pour un être qui est quand même instable. Et si vous êtes un être instable, vous arrivez dans un endroit où finalement c'est bien établi, c'est bien cadré, on sait qu'on a toujours fait comme ça, il y a des choses qui se passent, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et vous arrivez avec votre éruptivité émotionnelle ou alors avec un masque qui est vraiment impassible parce que vous avez fait soit le choix conscient, soit le choix inconscient, mais en tout cas vous êtes un de ces profils qui arrive à garder une façade et qui a du mal avec les induits et les implicites. Et vous arrivez au milieu de ce jeu-là, qui est un jeu social, mais vous n'avez pas les codes du tout et ça ne va pas marcher parce que finalement que votre profil soit celui de la nana qui dissimule à fond ses émotions ou alors qui les laisse sortir, on va vous renvoyer que ça ne convient pas socialement. Et de toute façon, si vous avez une labilité émotionnelle qui est forte et que vous faites des débordements d'agressivité ou en tout cas vous défendez vos valeurs, vous ouvrez un peu votre gueule en gros, hein, pour faire court, en fait c'est synonyme de conflit parce que des gens qui sont beaucoup plus rodés que vous à la structure sociale de l'entreprise et qui vous voient débouler et ils vont avoir l'impression que vous faites votre petit chef, ils vont avoir l'impression que vous voulez prendre toute la place, ils vont avoir tout un tas d'impressions à propos de vous et ces impressions-là, en fait, elles vont de manière logique et statistique augmenter les frictions dans l'entreprise et le nombre des conflits qu'il va y avoir. Donc si vous couplez ça avec le point où vous avez déboulé avec la fleur au fusil et que vous avez dit « Ah bah oui, toi, dans ta boîte, il y a ça qui va pas », et puis après que vous prenez directement à la réunion d'après ou la semaine d'après une position un peu forte qui vous challenge émotionnellement ou qui vous fait ressentir des émotions un peu fortes, vous allez être catalogué comme la chieuse hystérique ou alors en mode sociopathe, l'espèce d'autiste qui est complètement dans son monde et qui veut tout changer. Donc forcément, l'augmentation finalement de ces frictions, elle est générée aussi par la posture qui préexiste d'avoir justement donné à l'entreprise votre grille de lecture sur ses failles et sur ce qu'elle a amélioré. Si en plus vous essayez de vous exprimer et de prendre votre place avec cette thématique-là, votre labilité émotionnelle ou en tout cas votre décalage émotionnel avec les autres va être ressenti par l'entreprise et par les membres qui composent cette entreprise comme une source potentielle de conflits supplémentaires. Et l'entreprise française, elle sait très très mal gérer les conflits. Elle n'est vraiment pas douée pour ça. Ça dépend des organisations, ça dépend des structures. Mais de manière globale, il y a eu quand même une grosse carence en RH sur la gestion du conflit en entreprise parce qu'il ne fallait pas trop parler d'émotions. Alors maintenant, il y a le management 2.0 qui essaie de changer tout ça
à grands coups de formation sur les personnalités disques, sur la communication non violente au travail, et c'est très bien. Mais imaginez tout l'acquis qui pèse sur ça, et ces structures historiques qui sont là et qui sont des mammouths et qui ne peuvent pas bouger d'un demi-millimètre parce que sinon ça met en péril toute une chaîne de responsabilités. On n'est pas encore au stade de la gestion de je gère mes conflits de manière apaisée en entreprise. Donc votre profil atypique, il va à nouveau vous mettre une cible sur la tronche en disant mais lui, mais il faut vraiment qu'il ferme sa gueule, quoi, parce que c'est pas possible, parce que non seulement il la ramène, mais en plus il dit tout ce qui va pas. Donc ça ne va pas aller. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est ce dont on a parlé quand même, qui taraude vraiment les hauts potentiels et les atypiques au fond de leur âme. C'est vraiment, ils ont tendance à souvent s'ennuyer énormément, mais c'est un ennui qui est existentiel. C'est vraiment un ennui qui est profond. Et vu que cet ennui existentiel, il commence à poindre quand il n'y a pas des tâches qui sont suffisamment stimulantes intellectuellement pour eux, ben en fait, si le cadre de vos missions qu'on vous a défini, vous arrivez dans un poste, vous avez des missions, on vous a expliqué les tenants, les aboutissants de « ouais, ça va être génial » et tout ça, et que vous avez repéré 2 ou 3 failles dans la mission, que l'objectif, bon, il a l'air un peu mouvant, vous vous retrouvez avec une tâche qui va mettre un gros coup de booster au fait que votre ennui existentiel, il va commencer à vous travailler et à poindre. Et avec l'aiguillon de cet ennui existentiel derrière, ben en fait, ça va vous donner envie d'essayer de... On va pousser un peu les murs de la mission, on va essayer d'écarter les bords parce que si on prenait une perspective plus globale, si on allait voir vers là où personne n'est encore allé, et là, au fur et à mesure, vous vous retrouvez à élargir le spectre de ce qu'on vous a demandé de faire. C'est comme quand on est à l'école et qu'on finit par tomber hors sujet, hein, c'est que les gens en face, ils ne voient pas pourquoi vous êtes allé aussi loin. C'est qu'on vous avait demandé de faire un truc simple. Voilà, je te demande un truc simple, tu fais ça, 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 ça et ça. Ok, mais le haut potentiel en face, il va regarder sa liste, il va dire « Ah ouais, on me demande de faire ça, ça, ça et ça. » Mais alors ça, déjà, le point A, je le trouve complètement con. Le point B, ça ne peut pas marcher si C et D ne sont pas en réseau ou mis comme ça ou changés, donc c'est nul. Et le point E, de toute façon, on n'y arrivera pas avant 5 ans. Donc la liste de missions, déjà, elle est synonyme potentiel d'un ennui qui vous taraude déjà au quotidien. Parce que vous arrivez, je vous rappelle, si vous êtes atypique, à vous ennuyer avec votre famille, avec vos amis, avec le monde entier. Parfois, quand vous êtes pris par ce tourbillon, ça devient vraiment profond et lancinant. Ça vous fait mourir à petit feu, soyons clairs. Et là, on vient de vous donner un cadre de mission qui télescope tout ce que vous essayez de fuir. Donc cet ennui existentiel qui est déjà latent, ben, en fait, si votre mission le renforce parce que vous allez vous emmerder, ben, ça va vous donner l'envie justement d'écarter les bords de ce cadre. Et quand on écarte les bords du cadre en entreprise, ben, ça dépend comment c'est fait, mais en général, ça ne plaît pas du tout. Et que donc, encore une fois, en même temps, si tout le monde faisait comme vous, ce serait effectivement le bordel. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir des organisations qui sont aptes à absorber ce chaos justement et ce bouillonnement d'idées pour en faire quelque chose de fertile et de créateur. Mais l'ensemble des entreprises majoritairement françaises aujourd'hui ne sont pas en capacité d'absorber ça. Et pourtant, même si la prévalence de la population des HPI, des atypiques, c'est de 2%, etc., etc., il y a plein de gens qui sont aujourd'hui dans des organisations qui ne leur conviennent pas et où cet ennui existentiel va leur donner toujours envie de déborder du cadre de leur mission. Et par ça, par cette nature même, vous foutez le bordel dans cette organisation parce qu'elle n'est pas apte à recevoir ce qui vous taraude et ce qui vous aiguillonne à aller plus loin parce que vous vous ennuyez. Ça serait un super bon point pour elle si elle le faisait, mais là, pour l'instant, elle n'est pas apte de le faire. Donc il y a ça qui commence à frotter. Donc là, on est déjà au 3e point et vous avez vu que ça frictionne déjà pas mal. Mais c'est que le 3e point et il y en a 10. Donc quand vous compilez tous les 10 points, je peux vous assurer qu'en général, c'est pas facile pour vous dans la vie en entreprise. Après, le 4e point, c'est que par nature, on peut dire quand même qu'il y a un petit anticonformisme latent chez vous qui fait que... faire comme on a toujours fait, déjà, ça vous emmerde de base, parce que vous n'avez pas envie.
parce que vous allez dérouler toute la liste des pourquoi. Mais pourquoi on a toujours fait comme ça? C'est quoi le sens de faire toujours comme ça? T'as bien vu que je t'ai démontré par A plus B en ouvrant ma gueule et que même ça t'a pas plu et que tu me tiens une dent contre moi, que je t'ai prouvé que vu qu'on avait toujours fait comme ça t'a attiré ça et ça comme problème. Mais cet anticonformisme latent, il est poussé chez vous par le besoin de sens, parce que vous égrenez la liste de vos pourquoi parce que vous cherchez du sens à ce que vous faites. Sauf qu'il y a plein d'endroits, dans plein d'entreprises, qu'elles soient grosses ou qu'elles soient petites, des mini PME familiales aux immenses groupes avec des Great Place to Work, il y a certaines tâches, certains processus, certaines organisations qui n'ont juste aucun sens. Mais absolument aucun. On fait ça parce que on se dit qu'on doit jouer collectif, qu'il doit y avoir des réunions et que donc on doit décider tous ensemble. Et puis c'est la 7e réunion que vous vous tapez dans une semaine de 35 heures. Ça a duré des plombes, il n'y a aucune décision qui a été prise. Et ça, au fur et à mesure que ça continue, ça commence à mettre un putain de tison brûlant au sein de cet anticonformisme que vous portez en vous. Et ça vous taraude. Et plus il va y avoir justement ce truc de vous êtes complètement chauffé à blanc par le fait que ça n'a aucun sens ce que vous faites, et plus l'anticonformisme il va grossir, et donc en cascade ça va ruisseler sur tous les points précédents qu'on a vus, parce que vous allez encore plus avoir envie d'ouvrir votre gueule pour dire que ça va pas, vous allez encore plus être traversé par des émotions qui sont en montagne russe parce que vous en avez marre, vous allez encore plus avoir envie de déborder le cadre de vos missions, donc ça va agir mais vraiment comme un catalyseur, c'est allez on se dépêche parce que là c'est en train de me faire bouillir intérieurement et du coup, je ne peux pas supporter ça. Mais sauf que le problème, c'est que quand vous en êtes rendu à ce stade-là, vous êtes de la nitroglycérine en puissance pour l'organisation et vous allez continuer à foutre le bordel. Et c'est par nature vraiment antinomique parce que vous n'êtes pas fait pour fonctionner avec une organisation qui travaille comme ça. Donc forcément, ça va générer des frictions. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, on touche encore à la manière de penser. On a déjà dit que c'est cette espèce de catégorisation des données, le fait de pouvoir compiler des données qui sont en silo, de pouvoir leur donner un sens parce que vous cherchez toujours le sens. Mais du coup, ça dégage souvent, surtout sur les profils THPI, une espèce d'intuition opérationnelle. C'est oh oui, je sens le truc là, je sens que ce qu'on est en train de faire là, ça va nous générer plein de problèmes, il faudrait faire ça. Sauf que si c'est du domaine de la fulgurance, comme j'ai expliqué sur le THPI, ou même si c'est du domaine de la pensée logique compilée chez le HPI, il n'y a pas toujours le lien logique qui peut être retranscrit de « Ouais, mais pourquoi tu dis ça comme ça ?» Et tu lui dis « Mais je ne sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, je te dis que ça pue, je le sens, je le sais, faudrait faire comme ça. » Mais avec les « faudrait faire comme ça » dans des équipes, ça ne va pas marcher du tout. Parce que en fait, et ça dépend. Si vous avez un poste à responsabilité où on vous donne une certaine autonomie et une latitude justement à suivre vos intuitions opérationnelles, ça va marcher un temps, mais il va y avoir un moment de trou d'air. Parce que si on vous laisse faire ce que vous avez besoin de faire, mais que les résultats peinent encore à arriver parce qu'il faut du temps pour que ça se transforme dans l'organisation, vous allez être sur un siège éjectable parce qu'on va vous dire « Mais t'as fait n'importe quoi, pourquoi t'es allé par là ?» Et vous vous dites « Vous êtes sûr que vous devez aller par là et que c'est ça qu'il faut faire. » Mais on ne va pas vous croire et donc ça va vous mettre en PLS parce que si les résultats n'arrivent pas au moment où il y a le board qui serait réuni pour vous risquez d'être viré alors que vous aviez raison. Donc ça va générer encore des trucs. Mais de toute façon, par essence, cette intuition opérationnelle, elle en a rien à foutre de la hiérarchie. En vrai, c'est que vous ayez les pouvoirs ou que vous les ayez pas, vous allez essayer par tous les moyens de la suivre, cette intuition. Et ça remet en cause de manière atavique le filtre principal hiérarchique. Parce qu'on ne fait pas ça dans les entreprises, parce que si tout le monde faisait ça, ce serait le bordel, etc. etc. Mais sauf que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça vient des tripes, ça vient du cœur. Vous savez que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et du coup, ça va encore augmenter le degré de friction pour vous en tant que salarié dans cette entreprise et le degré de dangerosité que vous êtes en tant qu'élément dans cette entreprise. Donc, c'est voué à l'échec. Il y a aussi, donc ça c'est le 6e point, il y a un fort besoin d'autonomie chez vous. Et du coup, ce fort besoin d'autonomie-là, c'est que vous, dans l'idée, en fait, vous voudriez à la fois
pouvoir travailler avec des gens et pouvoir travailler tout seul, pour qu'on vous laisse faire ce que vous avez besoin de faire, pour que vous alliez là où vous pensez que c'est juste, pour que vous établissiez toute une liste de choses qui seraient extrêmement bien cadrées et qui seraient du process parfait. Mais une fois que c'est pondu et vous avez besoin de le passer à l'équipe et qu'elle le mette en application. Mais sauf que ce besoin d'autonomie-là, il rentre en contradiction totale avec la nécessité et la préexistence de structures qui sont trop rigides. Donc, vous allez être considéré comme le chien fou de l'équipe parce que, en fait, ça va générer tout un tas de frictions dans vos équipes que vous ayez besoin d'autonomie. Parfois, on ne va pas vouloir vous la donner. Donc là, vous allez rentrer en mode je fais du boudin ou alors je fais la grève. Mais ça, c'est hyper délétère pour votre quête de sens. Donc, de toute façon, ça risque de finir mal. Et donc, cette autonomie nécessaire, elle rentre vraiment en contradiction avec la rigidité intrinsèque qu'il y a dans les entreprises pour essayer de tenir la barre et pour aller vers quelque part. Donc c'est vrai qu'un manager qui voit débouler un élément comme ça, il va finir par péter un câble bien souvent et il va y avoir encore plus de conflits qui vont être générés par ça. Donc ça, c'est un point qui est quand même hyper récurrent et il y a peu d'organisations qui arrivent à s'affranchir justement de cette nécessité de rigidité sans justement la structure qui va avec, parce que c'est bien d'avoir une structure, mais d'avoir une structure rigide, ça vous fera de toute façon perdre en qualité par rapport à des profils atypiques ou au potentiel. Donc c'était le 6e point. Et je me fais des penses-bêtes parce que sinon après j'oublie. Après, le 7e point et le 7e piège, celui-là il est assez terrible, c'est que vous allez finir par une posture où vous allez être le cul entre deux chaises. C'est en fait, vous allez avoir du mal à choisir, est-ce que vous êtes un expert ou est-ce que vous êtes un vulgarisateur ou un expert communicant? Parce que finalement, vous avez cette capacité de faire le pont entre différentes matières, de pousser vraiment le trait parce que ça vous a intéressé à un moment, donc vous avez lu tout ce qu'il fallait lire sur la question, vous vous êtes renseigné, etc., etc. Ça atteint un presque degré d'expertise, mais par rapport à des gens qui ont dévolu 10, 20, 30 ou 40 ans de leur vie à fouiller juste un seul sujet et à remettre sur le métier tout le temps, etc., etc. Vous n'avez pas fait ça parce qu'en général, les gens dont je parle, là, ils ont entre 30, 40, 50 ans. Et ils n'ont pas passé une vie entière juste sur un seul sujet. Ils ont passé finalement des dizaines de milliers d'heures sur plein de sujets différents, mais ils ont quand même un degré d'expertise qui est plus élevé que la somme des salariés lambda autour d'eux. Et donc, il y a cette posture-là, cette facette-là de vous qui êtes quand même pointu sur des choses. Mais en même temps, vous avez réussi à être pointu et vous avez réussi à vulgariser parce que, justement, poussé un peu par quand même le fait que vous vous sentez régulièrement hyper seul au monde, vous voulez partager avec les autres et donc vous voulez vulgariser. Mais quand vous le faites, vous allez perdre la majorité de l'auditoire en le faisant. Parce que finalement, cet auditoire de gens lambda, il va être perdu par le degré pointu là où vous allez aller sur un sujet. Mais par contre, si vous vous tournez vers des experts qui n'ont, eux, fait que ça, bah, ils vont être perdus ou dédaigneux par rapport au fait que votre expertise n'est pas une si grande expertise que ça. Et donc, vous allez être pris entre ces deux feux d'un côté, j'ai vraiment poussé mes connaissances et de l'autre, je voudrais les vulgariser parce que finalement, vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour faire le pont entre ces deux rives-là, de pousser vraiment un sujet pour comprendre la quintessence du truc, faire les liens logiques qui s'imposent et une fois que vous avez établi une carte du sujet qui vous satisfait, vous pouvez le vulgariser, vous pouvez le transmettre, vous pouvez le développer pour que ce sujet expertisé serve à quelque chose, qu'il ne soit pas juste en soi. L'objectif final, c'est pas d'être un expert dans ce sujet-là, c'est que cette expertise puisse servir à quelque chose. Et ça, ce cul entre deux chaises-là, il vous dessert énormément en entreprise parce que vous serez jugé par les super experts quand ils sont plus experts que vous, ce qui parfois n'est même pas sûr et auquel cas
vous allez tomber dans un abîme d'incompréhension parce que pour le coup, si le mec qui a passé 20 ans sur le sujet et que vous avez fait le tour en y consacrant vraiment beaucoup de temps, mais vous n'avez pas passé 20 ans, eh ben, vous trouvez qu'il est un peu léger sur certains trucs ou qu'il n'a pas fait le tour de la question, ça va vous envoyer dans des limbes d'incompréhension de fou. Bon, passons. Mais donc, soit vous n'êtes pas assez expert pour les experts, soit vous êtes trop expert pour les gens lambda, et votre mission principale qui est de faire le lien entre ces deux mondes, elle n'est jamais satisfaite parce que vous êtes dans cette dynamique contraire des deux côtés et ça ne marche pas. Donc ça, c'est quand même un point hyper délétère aussi pour ceux qui souffrent beaucoup en entreprise. C'est cette dynamique contraire justement entre vraiment avoir fouillé le sujet et vouloir le transmettre pour en faire quelque chose. Après, on passe, c'est le 8e point. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Parce qu'il faut savoir quand même que en tant qu'atypique, a priori, vous allez avoir un rythme interne qui est fait de super grosses montées d'adrénaline et en fonction des profils, c'est encore plus vrai. Si vous avez un TDAH notamment, ça va exploser en geyser sur un temps très court parce que vous allez être dopé à la dopamine justement et que vous n'en avez pas beaucoup. Et à un moment, c'est le calme plat parce que vous avez besoin de ces variations-là d'amplitude. Et au sein même d'une journée, vous pouvez être hyper focus sur une tâche avec un pic de productivité. Ce pic, il peut même s'étendre sur quelques jours si vous avez vraiment une tâche qui vous tient à cœur et que vous avez décidé que l'objectif c'était ça. Vous y allez à fond, vous faites le pic de productivité et puis tout d'un coup, ça se dégonfle. Et en gros là, vous n'êtes plus bon à rien. Ou en tout cas, vous êtes bon à avoir le droit de glander tranquillement. Parce que, on peut dire ce qu'on veut sur la question, et ça sert à rien de s'insurger parce que c'est comme ça qu'est le fonctionnement de ces personnes, donc on ne peut rien y changer. Tout ce qu'on peut faire si on est une organisation ou une entreprise intelligente, c'est pouvoir s'en servir. C'est que vous ne pouvez pas maudire un mec et le bannir de toutes vos réunions ou de tous vos projets parce que vous dites mais putain il est jamais stable celui-là, un coup il va faire des étincelles de fou et puis l'autre il croit que je le vois pas alors qu'il est en train de glander sur son PC, d'ouvrir 200 000 onglets sur tout et n'importe quoi et avoir une productivité de 0. Mais parce que ça ne marche pas comme ça, ça ne marchera jamais comme ça. C'est que vous avez besoin de ce temps-là pour régénérer votre capacité à performer. C'est vraiment un pic énorme et après, il faut un moment de redescente où on a l'impression qu'il ne se passe rien, on a l'impression que vous glandez, sauf que vous ne glandez pas. Vous êtes en train de remettre votre système à jour, de l'apaiser, de le mettre tranquille et derrière vous, en arrière-tâche, au fur et à mesure, ben vous continuez à penser au job que vous avez, au fait de comment on va améliorer ça, mais vous avez besoin que ça passe au second plan à un moment pour avoir ce temps calme. Et ce temps calme, si vos managers vous le font payer à chaque fois qu'il arrive, vous allez aller en droite lignée vers un truc qui va vous démotiver plus que jamais parce que de toute façon, c'est presque physiologique, vous ne pourrez pas faire autrement. Il y aura toujours... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est devenir escamouflage et d'avoir tout un tas de stratégies de fou pour que les gens ne se rendent pas compte que vous êtes en train de glander. Mais sauf que, en fait, en vrai... S'ils regardent attentivement, ils s'en apercevront toujours. Je suis désolée de briser votre bulle. C'est que même les plus doués d'entre nous finissent par se faire gauler. Mais vous avez besoin de ce temps-là. Sauf que ce fonctionnement-là, ce rythme-là sinusoïdal, vraiment entre des pics profonds et des abîmes, c'est à ce jour, en tout cas, pas adapté à la majorité des entreprises en France. Et c'est un grand dommage, justement, que ce ne soit pas le cas. Parce que ces entreprises pourraient bien plus performer si elles tiraient parti de vos pics et qu'elles vous laissaient tranquille et profiter tranquillement de vos abîmes ou en tout cas de vos temps plats. Donc ça, c'était le numéro 8. Le 9, le 9e point et le 9e piège, c'est que vous êtes un être de valeur profonde. Et vraiment, elles sont en général fortes. Alors, elles peuvent être hyper variées et elles sont à chaque fois individuelles. Mais en tout cas, c'est vraiment chevillé avec le besoin d'avoir du sens. C'est qu'il va y avoir un terreau de valeur qui est quand même hyper solide chez vous, voire rigide sur certains cas et chez certains profils et qui se rigidifie au fur et à mesure que les expériences en entreprise deviennent de plus en plus délétères.
Et donc, quand vous allez être confronté à un truc qui vous défrise, vous n'allez pas pouvoir ne pas ouvrir votre gueule. Et que donc, on sait bien que le lieu où il va y avoir le plus grand risque qu'il y ait un processus particulier qui soit injuste, ou une augmentation d'un mec que vous trouvez incompétent, ou une hiérarchie qui est complètement absurde, ça va être insupportable sur le long terme, parce qu'en fait, on est vraiment dans le cadre de j'essaie de faire mon boulot du mieux que je peux. Je vous donne tout ce que j'ai. Ça, c'est la dynamique, c'est ce que le HP ou le atypique se dit. J'essaie de faire tout ce que je peux, je fais mon boulot, je dépasse du cadre de la mission, je vais dans des endroits où personne n'est jamais allé parce que je sais que c'est vers là qu'il faut aller, etc., etc. J'essaie de tout faire et non seulement on me bâche pour ça, mais en plus, il y a Gérard qui est promu à ma place. Mais c'est juste pas possible, quoi. Parce qu'arrivé à un moment, vous allez être en grand écart absolu entre ce que vos valeurs intrinsèques vous disent et le résultat qui est produit. Donc c'est le grand écart perpétuel parce que au fur et à mesure, il suffit qu'il y ait 2-3 gros spasmes ou 2-3 grandes crises de valeurs au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour que vous puissiez partir en burn-out, soit vous devenez un électron libre mais déchaîné, quoi, et vous êtes le mec qu'on va virer parce qu'il devient juste insupportable. Donc ça, c'est un des plus gros risques. C'est dû au fait d'être mu par le sens et par les valeurs, et ça génère des frictions de fou en entreprise, parce que, encore une fois, en plus, c'est pas le lieu où on discute sereinement de ça. Oui, injuste, pas juste, mais enfin, Gérard, ça fait 15 ans de boîte, machin, tu vas pas... Ça, c'est juste, ça va vous faire partir en sucette parce que vous ne voyez pas la logique là-dedans. Il y a rien de logique pour vous là-dedans. Et quand on essaie de vous le faire avaler par les trous de nez ou par n'importe quel trou, ça ne passera jamais en fait parce que ça n'est pas logique, ça ne fait pas sens. Et en plus, si c'est injuste, c'est même pas la peine. Donc ça, c'était le 9e point. Et enfin, le 10e point. Et là encore, je voudrais essayer de... Cette vidéo, elle a 2 buts, quoi. C'est que quand vous êtes atypique ou HPI, essayez de trouver une organisation qui vous convient pour que vous soyez heureux au travail. Mais si vous êtes un manager d'entreprise qui a rencontré ce type de profil-là, profitez de cette vidéo pour essayer d'assouplir des choses pour que l'entreprise tire parti de tout ça. Parce qu'il y a des viviers de compétences et d'innovation qui sont extrêmes dans ces points-là. Et que vu que ces points sont mal gérés, on n'arrive à rien en faire. Et ça retombe justement sur un des points que j'ai évoqués, c'est que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ces personnes hyper compétentes et intelligentes n'arrivent pas à fonctionner dans des entreprises alors qu'elles pourraient être un atout, mais merveilleux pour elles. Donc ça, c'est juste pas possible. La torture personnelle, c'est le 10e point. C'est quand vous arrivez en général à la fin du parcours de votre entreprise, ça dépend, vous y êtes depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais parfois là, on est au dernier degré de la torture personnelle fine, puisque vous allez être pris entre, d'une part, ce dont on a parlé, c'est ce principe de Peter, ou cet effet Dunning-Kruger. Donc le principe de Peter, c'est de se dire que tous les salariés arrivent à un moment donné à leur propre niveau d'incompétence, puisque le salarié qui est promu, il est arrivé à un niveau de compétence à son poste, sauf qu'on le promeut parce qu'il est arrivé à la compétence de son poste, mais il n'a pas la compétence du poste d'après. Donc, au fur et à mesure, ça fait des escaliers et chacun se hisse à son propre niveau d'incompétence. Et donc, au sein de la hiérarchie complète et de l'organisation complète, tous les rayons sont au final occupés par des incompétents qui se hissent de par leur compétence à ce stade-là, à un poste qui est incompétent pour eux à ce stade-là. Ça, c'est un principe sociologique qui est parfois décrié, mais il vaut ce qu'il vaut. Et tous les HPI et atypiques que j'ai rencontrés, que j'ai accompagnés et qui ont des expériences en entreprise peuvent attester de la véracité de ce point. Et il y a l'effet Dunning-Kruger aussi, c'est l'effet de se dire que si vous êtes lambda, a priori, vous allez être toujours persuadé que vous êtes compétent sur quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous acceptez la promotion, Gérard, parce que vous êtes super compétent pour ce poste, parce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et donc,
c'est de faire la promotion finalement d'une incompétence qui est complètement inconsciente et niée. Donc vous êtes petit HPI ou atypique qui déboule dans cette organisation, vous arrivez et vous êtes confronté à cet effet Dunning-Kruger et à ce principe de Peter où tous les Gérards que vous voyez autour de vous se hissent au fur et à mesure de leur incompétence, où vous discutez avec des experts qui sont parfois moins experts que vous alors qu'ils ont dédié presque leur vie entière à ça. Ça fait une espèce de magma, sauf que vous êtes quand même taraudé par ce qui a été ultra galvaudé, mais ce n'est pas le sujet, ça existe vraisemblablement chez les HPI et les atypiques, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que vous allez douter. On est en train de dire que l'expert Jean-Georges en face de vous, ça fait 15 ans qu'il bosse sur le sujet, vous avez roulé votre bosse sur quelques nuits blanches que vous avez passées, vous avez expurgé le sujet, et parfois, il vous dit des trucs, vous êtes en train de le regarder, vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. Et là, un lambda, qu'est-ce qu'il ferait? Il se dirait, effet Dunning-Kruger, mais Jean-Georges est un con, moi c'est moi qui sais. Je suis compétent sur la chose. Alors qu'un atypique, il va se dire, putain Jean-Georges il me dit ça, et Jean-Georges ça fait 15 ans qu'il bosse le sujet, mais en fait c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui dois avoir merdé quelque chose, c'est à moi de me remettre en question. C'est le fameux lit du syndrome de l'imposteur, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans le galvaudage de cette notion. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que en fait, c'est une présence réelle que ce syndrome, mais il est souvent présent en réalité, dans le dur, le pur et le tatoué, chez des gens qui sont ultra compétents, pas chez des gens qui sont incompétents. Il y a des gens incompétents, ils ne se posent pas la question de leur incompétence, parce qu'elle est acquise et qu'elle est inconsciente. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors que si vous doutez, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez compétent sur ce sur quoi vous doutez. Donc, et cette torture fine, elle est là. Parce que vous êtes le HPI en entreprise et que vous allez être tiraillé entre ce que vous voyez à l'extérieur de ces gens qui se hissent, de tous les efforts que vous avez faits, des 9 points précédents qu'on a parcourus ensemble, et le syndrome de l'imposteur en même temps qui vous dit « mais putain, mais ça doit être moi qui fais un truc mal, ça doit être moi qui ai un problème, comment ça se fait que j'arrive pas à me hisser, comment ça se fait que j'arrive pas à m'insérer dans cette entreprise ?» Et ça, c'est une torture absolue, mais là vous êtes au dernier degré du mal-être au travail, parce que se lever tous les matins et se dire bah, je vais aller dans cette entreprise rejouer encore ce rôle du mec qui fait chier parce qu'il liste tous les points où ça va pas et en même temps on me reproche tout plein de trucs alors que moi j'ai l'impression de donner le maximum mais ça doit être moi qui ai un problème et que je vois que Gérard et Jean-Georges sont promus. On est au décalage existentiel de base du HPI. C'est que, en fait, vous ne pouvez pas être plus décalé que ça quand vous arrivez à ce stade-là parce que c'est la torture la plus exquise qui soit en entreprise. Donc, on a vraiment souvent peu de chances de s'en sortir vers le haut quand on atteint ce degré finalement de dégradation du bien-être au travail parce que ça touche à des choses qui sont tellement profondes pour les HP que c'est difficile de mettre son mouchoir dessus sans qu'il y ait de conséquences néfastes sur le reste. J'espère avoir fait le tour. Le truc, c'est que je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'arriver à un endroit où les entreprises arrivent à exploiter des choses comme ça. C'est juste un non-sens de se dire que tous ces potentiels-là sont gâchés et sont complètement écrabouillés au sein de structures qui les voient comme des éléments qui foutent le bordel. Mais il faut comprendre que c'est vrai. Vous foutez le bordel quand vous faites ça. Il n'y a pas d'entreprise qui peut rester indemne face à ce que vous allez déclencher, vous, en tant que HPI ou atypique, dans cette entreprise-là. Vous allez générer des choses. Après, la question, c'est de savoir si ces entreprises sont suffisamment avancées intellectuellement ou en tout cas sociologiquement pour pouvoir tirer parti de ça et en faire un vrai levier de croissance ou pas. Il y a eu d'ailleurs des organisations qui ont été montées par des salariés qui se sont découverts au potentiel en milieu de carrière et qui ont essayé justement de rendre leurs propres organisations, leurs propres entreprises dans lesquelles ils travaillaient plus accueillantes pour ce type de profil, pour que justement ce soit un levier d'insertion et de capitalisation de ces potentiels-là. Je vous mettrai les liens en description de cette vidéo. Il y a notamment Christian Charlier chez Airbus qui a été le premier
a fondé ce qui s'appelle My Gifted Network, qui a été une association au sein d'Airbus pour recenser justement le HPI au sein d'Airbus et pouvoir essayer de modeler l'organisation et la structure d'Airbus pour que ce soit un terreau fertile pour ces potentiels-là et que ce ne soit pas un mouroir ou la vallée de la mort et que ça finisse par se dessécher parce qu'en plus on a vraiment un mouvement qui est contradictoire parce que dans ces grosses entreprises-là comme Airbus, puisque j'ai travaillé dans une grosse entreprise comme Airbus, il y a vraiment une espèce de dynamique et ça devient un peu schizophrénique à un moment parce qu'on valorise ce qu'on appelle les hauts potentiels en entreprise ou les talents. Donc on valorise vachement les talents et ce sont des profils qui ont l'air d'être des surperformeurs. Ils vont arriver à faire des objectifs de fou, ils vont tout défoncer, ça va être génial. Mais d'un autre côté, les vrais hauts potentiels, les hauts potentiels intellectuels, les atypiques qui peuplent ces entreprises et que personne ne reconnaît comme tels, ils sont là en train de végéter sur place à côté du surperformeur qui peut être un connard de première parce qu'il s'est juste conformé à ce que la structure qui est vieillissante attendait de lui et qu'il surperforme sur des structures qui sont obsolètes. Et vous qui êtes un vivier et un levier d'innovation, qui vous desséchez sur place et qu'on finit par mettre au placard, c'est juste d'une injustice insupportable. On retombe bien sur les points qu'on a vus dans la vidéo. Donc Christian Charlier, par exemple, a essayé de mettre en place ça sur Airbus et a bien fonctionné. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir My Gifted Network. Et il y avait également une initiative il y a quelques années, peut-être 2 ans ou 3 ans après My Gifted Network. Ça, c'était incroyable puisque c'était cette même association pour le terreau fertile des HPI en entreprise, mais qui est initiée au sein de la fonction publique. Je vous mettrai les liens. Alors, au sein de la fonction publique, ça doit être infiniment salvateur parce que tout ce qu'on vient de parcourir là, tous ces 10 pièges mortels qui vont faire de votre présence en tant que HPI un enfer dans l'entreprise, quand c'est dans la fonction publique, je pense que c'est démultiplié par 1000. Parce qu'il y a une rigidité, parce qu'il y a des processus, une hiérarchie, une inanité, un immobilisme qui vont rendre ça encore plus incroyable. Et il y a eu une association justement qui s'est montée, donc je vous mettrai les liens dans la description. Je crois que j'ai fait le tour pour cette fois-ci. C'était les HPI en entreprise. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, vous arrêtez de vous maltraiter, vous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!